Sylvia Sermonson, adjointe au maire des affaires culturelles et du patrimoine de la ville du Moule. Au nom du conseil municipal, nous sommes aujourd'hui ravis de recevoir monsieur Jean-Pierre Sainton dans le cadre de la semaine Rosan Girard, qui est un personnage illustre de la ville du Moule. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence et vous dis à tout à l'heure. Bonjour, donc comme nous venons de vous le rappeler, effectivement nous sommes dans la semaine Rosan Girard et dans le cadre de la conférence Littérature et patrimoine, nous recevons Jean-Pierre Sainton, le professeur Jean-Pierre Sainton, qui nous revient avec un essai donc autour de Rosan Girard, qui avait déjà eu une première parution. Donc je vous présente ce premier ouvrage qui avait été édité dans un premier temps et paru aux éditions Jazor. Et nous revient avec une revue augmentée. Donc toujours sur Rosan Girard, la révolution est hors du temps. Professeur Sainton, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à vous. Merci de nous permettre en tout cas aujourd'hui d'aborder un pan de cette histoire, un pan de l'histoire de la ville du Moule et un pan de l'histoire de Rosan Girard, qui fut un homme politique reconnu positivement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, nous allons un petit peu faire le tour de ce personnage, parce qu'à travers ce livre, au-delà de l'homme politique, on a aussi ce récit qui permet, en tout cas à tout un chacun, de pouvoir rentrer dans le livre avec plaisir, de découvrir presque un échange, je dirais pas journalistique, mais quelque chose qui nous permet de rentrer dans l'intimité de cet homme et d'apprécier finalement tout ce qu'il a mis en place. Alors, Monsieur Jean-Pierre Sainton, aujourd'hui, donc, parlez-nous de Rosan Girard. Alors, merci encore une fois de m'avoir invité. Alors, on peut aborder Rosan Girard, le personnage Rosan Girard, son œuvre, sous de multiples aspects. Je vais simplement vous conter comment moi je l'ai abordé. Je ne suis pas moulien, bien que j'aime beaucoup le Moule comme ville, comme lieu. Que j'aurais aimé être citoyen du Moule, mais enfin je ne le suis pas, donc je ne l'ai pas abordé en tant que moulien, je n'ai pas abordé non plus sous son œuvre vis-à-vis du Moule, et d'ailleurs lui-même Rosan Girard a regretté que son œuvre n'ait pas été plus importante pour le Moule, il dit en avoir été empêché. Je l'ai abordé sous l'angle d'abord politique, du penseur politique, de l'acteur majeur du politique en Guadeloupe pendant à peu près près de 40 ans, entre les années 1940, la fin des années 40, et les années où il va sortir de la politique, c'est-à-dire les années 70. Donc je l'ai abordé sur le plan du politique, et au fur et à mesure, je l'ai abordé aussi sous le plan de l'acteur historique et de l'homme tout simplement, du penseur, du philosophe, de l'humaniste et finalement d'un personnage très considérable. Très considérable, et il m'avait semblé donc absolument nécessaire que ce personnage soit restitué à la Guadeloupe et au-delà de la Guadeloupe, au monde même. Parce que nous avons en Rosan Girard un penseur du XXe siècle et un penseur pour le XXIe siècle. Et je crois qu'on va le découvrir en lisant. Alors, vous avez dit un essai, dernière phrase, c'est une biographie historique. Je suis historien, fondamentalement. Et j'avais déjà écrit avant Rosan Girard, mais Rosan Girard m'a permis d'accéder à un autre stade d'écriture de l'histoire. Et c'est donc un livre qui compte beaucoup pour moi dans ma vie intellectuelle. D'accord. Alors c'est vrai, et comme vous le dites, c'est-à-dire que la façon de l'aborder, donc vous l'abordez de façon très chronologique pour justement nous situer dans le temps et dans une époque. Pouvez-vous nous parler de cette rencontre? Parce que c'est vraiment, vous discutez avec lui, vous le rencontrez. On n'est pas tout le temps d'accord non plus. Alors justement, comment se sont passés ces échanges et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous retenez justement de ces échanges avec M. Girard? Alors, pour comprendre comment se situe le cadre de notre rencontre, il faut dire il faut d'abord me définir. C'est parti de moi. Je suis historien, j'ai fait des études d'histoire, d'anthropologie et de lettres, et je suis historien. Au moment de notre rencontre, j'étais prof de lycée d'histoire et géographie, en histoire et géographie, mais je suis aussi militant. Depuis ma plus grande jeunesse, depuis mon adolescence, je suis dans le militantisme politique indépendantiste. Et c'est en tant que militant indépendantiste, arrivé en 1986, que je commence à me poser des questions sur mais pourquoi n'arrivons-nous pas
globalement? Pourquoi n'arrivons-nous pas, nous indépendantistes, j'étais militant de l'UPLG, pourquoi il me paraît que nous sommes devant un mur et infranchissable? Et là, j'ai été chercher en moi l'historien. Et l'historien a été recherché dans les sources déjà les plus proches de nous, et je retombe sur Ozan Girard. Alors bien sûr, je le connaissais de réputation, je l'avais même rencontré une ou deux fois, mais j'avoue que j'étais plutôt dans le camp opposé, c'est-à-dire le camp des gens critiques vis-à-vis de Ozan Girard. Les indépendantistes, mon propre père, avait, après avoir été girardiste, avait critiqué Ozan Girard. C'est toute la génération donc, des années 60 et qui ont fondé l'indépendantisme guadeloupéen. Et donc, je vais rechercher ce qu'il a écrit, et là, je tombe sur un personnage que je me dis, mais bon Dieu, mais il avait déjà tout dit. Il avait déjà tout dit, il avait déjà tout pensé, il avait déjà tout trouvé d'essentiel. C'est peut-être nous qui nous sommes trompés. Et là, je m'adresse à Ozan Girard, je lui écris, je lui dis, Monsieur Girard, voilà, vous ne me connaissez pas, vous connaissez mon père, je me présente. Je lui dis, j'aurais voulu écrire sur votre vie, j'aurais voulu vous rencontrer. Et là, il accepte de me rencontrer. Ça s'est passé par l'intermédiaire d'un ami qui était un de ses parents, Serge Roumana, pour ne pas le nommer. Et on se rencontre donc à Paris. Et là, commencent nos discussions, nos rencontres, nos enregistrements. Il m'ouvre ses documents, il m'ouvre ses lettres, ses courriers. Nos discussions, nos enregistrements. Je pars aussi refaire des recherches en archives. Je vais rencontrer des gens, surtout. Je vais rencontrer beaucoup de gens, des gens de ses amis, des gens de ses parents, des gens de ses opposants, des gens de la rue, des gens, des militants de base. Et tout ça, ça donne un bouquet sur Ozan Girard que j'ai essayé de restituer. D'accord. Alors, n'avez-vous pas le sentiment, parce qu'on l'entend, hein, c'est-à-dire que vous avez effectivement un parcours politique, on sait votre engagement pour la Guadeloupe. Vous avez fait, vous, cette démarche de recherche historique. N'avez-vous pas l'impression qu'aujourd'hui, la politique ne s'intéresse pas justement suffisamment à l'histoire pour pouvoir non pas repartir sur rien, parce qu'il y a des choses qui ont été faites? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que tout un chacun doit... On peut parler franchement? Oui, allez-y. Enfin, on demande à la ville du Moule, mais normalement, c'est possible. Alors, non, je vais parler correctement, mais franchement. Franchement, allez-y. Je crois que la politique en Guadeloupe aujourd'hui est à 10 000 crans au-dessous de ce qu'elle devrait être. Et je crois qu'il y a une régression politique profonde, une régression de l'intelligence politique, une régression du courage politique, qui fait que nos gens politiques d'aujourd'hui sont en dessous de ce qu'était Ozan Girard, mais même de ce qu'était Valentino, de ce qu'était Boisneuf, de ce qu'était Légitimus. C'est-à-dire de gens qui se sont engagés en politique il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Il y a une régression de la pensée, il y a une régression du courage, il y a une régression de l'action. Alors, quand je dis ça, je peux être très dur, mais ce n'est pas contre les personnes que je m'y prends. Je m'en prends, si vous voulez, à la situation où ils sont réduits, et je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'ils sont réduits à être des gestionnaires du quotidien, des gestionnaires de la situation présente, telle qu'elle se présente, et ils peuvent difficilement occuper les habits de ce que Ozan Girard a occupé, par exemple, de ce que son destin lui a assigné, c'est-à-dire celui de conducteur de peuple. J'ai l'impression qu'on rentre en politique aujourd'hui comme si on rentrait, non pas en religion, comme les générations précédentes, mais comme si je sais pas, on rentrait dans un job quelconque. On a signé pour 3 ans, 4 ans, 5 ans pour entrer dans un job quelconque. Et là, il y a un langage, je termine, très convenu. Tellement rodé qu'on sait ce que la personne va dire. J'aime la Guadeloupe, et alors, mais tout le monde aime la Guadeloupe. Est-ce que dit ou quoi vient là pour pas aimer la Guadeloupe? Tout le monde aime la Guadeloupe, c'est pas un programme, ça. C'est pas un programme. Donc, c'est pas un programme, c'est pas une pensée. Donc, en gros, voilà. Je crois que effectivement, c'est pour ça que je disais que Ozan Girard a été le dernier des grands nègres. Et cette expression est réelle. Cette expression, le grand nègre, ça signifie des hommes d'envergure, des gens d'envergure, de grande envergure, missionnés, qui se pensent une mission, oui. Qui se pensent une véritable mission, pas un emploi, une mission.
Donc une mission, effectivement, pour un peuple et non pas pour sa propre personne. C'est ça, une mission pour un peuple et pour... Alors, si on rencontre Rosan Girard, on a l'impression, certains me l'ont dit, hein, qu'il était très imbu de lui-même. Non, en fait, c'était quelqu'un qui n'a pas voulu rentrer en politique. D'ailleurs, il est rentré en politique, bon, pas tardivement, mais il est rentré en politique. Il n'est pas rentré en politique tout jeune, étudiant, par exemple, comme d'autres. Hein. Il est rentré en politique une fois médecin, parce qu'il a voulu s'engager d'abord dans le social, dans la vie sociale. Il a voulu se mettre au service de son peuple de façon très, très concrète. Et qu'il faut l'entendre parler. Et la seule réponse, le seul répondant, c'est Caïn retour au pays natal. Je les mets souvent en parallèle, le discours de Rosan Girard, extrêmement concret, et puis toute la vision poétique de Césaire. Ils ont le même âge, ils ont vu la même chose, l'un en Guadeloupe, l'autre en Martinique, sur ces Antilles dynamitées d'alcool, ces Antilles vérolées, etc. Et donc Rosan Girard, en tant que médecin communal au Moule, veut servir son peuple, et c'est les circonstances qui l'amènent à s'engager politiquement et à être ce conducteur de peuple pour tirer le Moule et la Guadeloupe et l'humanité dans la misère, dans la souffrance. Alors ça fait penser un petit peu, je vais faire le parallèle avec Boisneuf et Légitimus, où effectivement l'un se disait qu'il n'avait pas besoin de rentrer en politique pour pouvoir faire bouger les choses, et Légitimus de l'autre qui disait que non, il faut pouvoir utiliser le système pour faire bouger les lignes. Alors, vous avez raison, mais il y a aussi une question de génération. Lorsque Rosan Girard Légitimus meurt à la fin de la guerre, 1944, relativement, non pas oublié, mais relativement délaissé par une partie des Guadeloupéens, et Boisneuf, qui a beaucoup aussi influencé Rosan Girard, ou la famille de Rosan Girard, lui, il est mort en 1927. C'est-à-dire, donc, Rosan Girard ne les a pas connus personnellement. Ce n'est pas sa génération, c'est une génération antérieure. Mais Légitimus, c'est déjà autre chose. Légitimus, il force les portes. Il pète les portes de la politique. Il pète les portes de la respectabilité. Il pète les portes, il enfonce les portes pour que les nègres aient leur place dans la société. C'est comme ça qu'il pose le problème. Et du coup, d'ailleurs, la rançon de cet effort, c'est qu'il crée une négritude politique. Césaire va créer après une négritude littéraire. Lui, Légitimus, fonde en Guadeloupe la négritude politique. Et c'est très important, parce que si vous voulez, il n'y a pas énormément à ce moment-là, nous sommes dans les années, pour Légitimus, 1890-1910, ce sont ces grandes années, à ce moment-là, dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Et il faudra aujourd'hui que nous étudions, si vous voulez, je vais vous parler de Joseph Vitalien, c'est un Moulien, qui est condisciple de Légitimus. Vous savez où cette négritude, ce sentiment de solidarité nègre va l'amener à Joseph Vitalien. Il va l'amener à être le médecin personnel de Ménélique II, l'empereur d'Éthiopie. Et c'est un condisciple de Légitimus. Ils étaient ensemble, ils étaient amis. Donc il y a toute une génération de Guadeloupéens qui ont eu énormément de pensées très hautes, si vous voulez, pour ce qu'ils appelaient leur race. On peut discuter du concept de race aujourd'hui, mais ça c'est autre chose. Pour ce qu'ils appelaient leur race, leur pays, eux-mêmes. Alors, mais cette grande, si vous voulez, ce grand effort, sa rançon, c'était que Légitimus n'a pas pensé le concept Guadeloupe. Il n'a pas pensé le concept peuple guadeloupéen. Il a pensé nègre. Et il s'est, alors pas enfermé, on l'a enfermé dans cette image de ce qu'il revendiquait, qui était en fait la légalisation de la promesse de 1848. Et ce dont Rosan Girard est un des héritiers de Légitimus, un des aspects de Légitimus, c'est-à-dire que Rosan Girard ne va jamais trahir, si vous voulez, fondamentalement, disons, ce nègre travailleur des champs, travailleur des campagnes notamment, et héritier directement des esclaves, héritier directement des transportés, des transplantés africains. Ça, Rosan Girard va toujours avoir à cœur de les défendre, de défendre leur cause, de défendre leur humanité. Et lorsque Rosan Girard, et que je transpose et que je dis, les Rosan Girard dit, nèg la ka dit comme ça, nèg la ka fait pas boire, ka fait pas canne pour venir voter. C'est une émotion terrible.
Parce que à part Tinegla, Negla dans sa plus grande dimension. Alors, comment on peut expliquer que pendant toute une période, Rosan Girard avait exprimé, alors je ne sais pas, les rumeurs disent qu'il ne voulait pas être enterré, revenir en tout cas au Moule pour être enterré. Comment on peut expliquer ce désamour d'un personnage finalement politique qui a beaucoup fait? Est-ce que c'est vraiment une méconnaissance du peuple ou alors une volonté d'ignorer ce qui était en train de se jouer à ce moment-là? Alors, je ne sais pas si la rumeur a existé par ailleurs, mais Rosan Girard m'a dit, a eu l'occasion de me dire en 87, 88, 89, ce sont ces 3 années-là qui ont été les années de nos rencontres régulières, répétées. Il a eu l'occasion de me dire, et je l'ai mis dans le livre, qu'il ne souhaitait pas être enterré à Moule parce qu'il se sentait en rupture avec le peuple guadeloupéen. Alors, les choses se sont arrangées après, parce que j'y ai contribué aussi, la sortie de la première édition qui avait circulé dans différents milieux politiques. Rosan Girard est retourné parce qu'il retournait de temps en temps voir la Guadeloupe. Il n'avait plus de maison, d'ailleurs. Il allait chez ses parents, chez un de ses parents. Donc, il y a eu un renouement. Il y a eu une réconciliation, si vous voulez, dans les deux sens. Dans le sens des organisations politiques guadeloupéennes, indépendantistes et autonomistes et communistes, et également dans le sens de Rosan Girard, qui a été satisfait, je crois, de se voir reconnu comme un peu le père de l'autonomisme guadeloupéen. Mais quelle est l'origine de cette rupture? D'abord, il faut bien dire, quand on fait disons, l'histoire d'un personnage, se rendre compte que Rosan Girard est né en 1913, il est mort en 2001, il a passé la majeure partie de son temps en France, finalement. Alors qu'il a vécu de façon très intense, jeune médecin ensuite, en Guadeloupe. Il a vécu de façon très intense ces périodes relativement courtes, quelques semaines, parfois quelques mois tout au plus, où il venait en Guadeloupe en homme politique se renouer avec la Guadeloupe. Il avait une image que je reprends comme hanté, le légendaire Hanté qui s'appuyait sur la terre pour reprendre sa force. Il a toujours eu cette notion. Et même lorsqu'il est resté en France longtemps et qu'il avait une pensée plus abstraite, plus théorique, un peu stratosphérique, les exemples qu'il prenait, c'était des exemples soit guadeloupéens, soit profondément culturellement guadeloupéens. C'est frappant. La culture transpire, si vous voulez, du personnage de Rosan Girard et de ce que j'en ai capté, de ce que j'ai pu restituer. Alors, pourquoi, comment? Nous revenons à la culture. 1958, c'est la rupture. C'est la rupture, j'allais dire, affective, quelque part. Disons, pas une rupture vraiment. Disons, le muscle de l'affectivité est froissé. Il est froissé parce que Rosan Girard combat, il est au combat. Le moment est très intense, c'est le moment où il affirme, 58, l'autonomie comme objectif, la nécessité de loi guadeloupéenne, j'y reviendrai. Et qu'est-ce qui se passe? Son peuple le lâche. Quand son peuple le lâche, ça veut dire qu'il est battu par la fraude. Mais il demande, ce fameux discours de dubouchage, pas laisser tourner tête à Chatoula. Ce sont les fameuses images de Rosan Girard, pas laisser tourner tête à Chatoula. Alors, Rosan me raconte ça, mais quand je fais ensuite mes enquêtes, il me dit, mais oui, en cas songer ça. Il te dit moi ça. Et lorsque je fais le panégyrique de Rosan Girard le jour de son enterrement à Moule, je reprends cette phrase. On grand homme qui était là tombé, blip. Oui, il s'en est souvenu. Mais il tombait. C'est pour dire, si vous voulez, cette union affective. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Rosan Girard avait demandé à son peuple de se soulever s'il y avait des fraudes, d'envahir les bureaux de vote, d'arrêter les fraudes, de tuer même des gens. C'était pas violent, mais il pouvait avoir un langage violent. De tuer des fraudeurs sur le lieu de leur crime contre le suffrage universel, et moun pas bougé. Et je crois que là, Rosan Girard s'est senti, si vous voulez, il s'est senti libre, quelque part, de ne plus être au service des gens de façon concrète.
Il était en France depuis déjà 1946. Il avait perdu son cabinet médical. Il avait dû le reconstruire à Paris. Et chaque fois qu'il venait en Guadeloupe, il mettait des remplaçants dans son cabinet médical. Sa femme et ses enfants étaient en France. Donc, il s'est senti le droit de dire, bon, maintenant, je vais vivre. Je vais vivre. Alors, bon, il n'a pas une vie, disons, tellement en rupture avec ses engagements, hein, mais au moins, il ne se sentait plus cette charge morale. Il s'est déchargé, mais il ne s'est pas déchargé longtemps en réalité, puisque très, très vite après, il est revenu. Alors, vous vouliez revenir donc sur la loi guadeloupéenne? Alors, sur la loi guadeloupéenne, je crois que... Alors, il y a plusieurs enseignements de Rosan Girard à plusieurs niveaux, à plusieurs registres, et je crois que maintenant, aujourd'hui, au moment où nous sommes, il y a deux aspects qui devraient nous intéresser positivement, plus que d'autres. Cet aspect de la loi guadeloupéenne et puis aussi cette spiritualité humaniste dont Rosan Girard va faire preuve éclatante à la fin de sa vie à travers ses ouvrages et dont je parle un peu. Alors, la question de la loi. Rosan Girard est le premier autonomiste guadeloupéen qui va pousser jusqu'au bout, si vous voulez, son analyse. Pourquoi l'autonomie? Pourquoi l'autonomie? Pourquoi une autonomie? Ben, tout simplement parce que l'autonomie, c'est la souveraineté. La loi doit émaner des lieux où elle s'applique. C'est tout simplement ça. Tout à fait. Je pense que tout le monde peut comprendre ça, y compris un homme politique guadeloupéen. Oui. C'est simple. Alors, la loi doit émaner des lieu où elle est appliquée. Sinon, elle est illégitime, elle est incomplète, elle est forcément imparfaite. Et quand Rosan Girard conclut à peu près ceci, je le résume, c'est pas ce propre mot, hein, mais je résume, c'est au bout d'une expérience, c'est au terme d'une expérience où lui-même s'était illusionné. Et il le dit. En 1946, il croyait que la loi de 1946 allait apporter l'expression « non à coco ». C'est que non a coco pour Guadeloupéen, l'argent là qui est coulé, l'argent là qui coule dans l'autre sens là. Et c'est la France qui est bon nous l'argent, au lieu de nous bailler l'argent. Bon, il a eu cette illusion là et il en revient. Et il essaie de modifier la loi. Alors il y a un tas de lois, un tas de propositions de loi de Rosan Girard. J'en parle un peu, d'autres en ont parlé, hein, et on peut les retrouver. Un tas de propositions de loi de Rosan Girard. Et il fait des propositions de loi qui passent pour interdire la fraude. Le préfet les contourne. Donc il finit par dire il faut nous faire loi en nous-mêmes. C'est ça. Et alors, il n'habille pas, si vous voulez, il n'a pas fait de projet de statut détaillé, hein, mais il affirme fortement ce principe fondamental et il l'affirme, il l'énonce dès 1958 et il va le fortifier au cours de ses propositions dans les années suivantes. Ça, c'est un premier aspect. Le Rosan Girard autonomiste, penseur de l'autonomie. Et visionnaire. Et visionnaire de l'autonomie. Et puis il y a un deuxième aspect qui est le Rosan Girard. Alors on le retrouve peut-être dès sa jeunesse, hein, mais il l'exprime véritablement parce qu'il est un peu libéré un petit peu parce qu'il a été doctrinaire quand même. Hein. Communiste, c'était pas... Ah bah tant beaucoup de vendi raconter n'importe qui bitin. Si tu lis Marx rapidement, sorti quoi là, parce que Rosan Girard, il est balayé, il est voltigé. Et donc, c'est quelqu'un qui avait lu Marx, qui a approfondi Marx à la fin de sa vie, et qui, sur cette base-là, délivre pour la Guadeloupe, mais au-delà de la Guadeloupe, pour la société française, où finalement il a vécu longtemps, et pour le monde, une pensée visionnaire, une pensée humaniste de révolution mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans cette pensée-là ? Alors, le livre ne le développe pas tellement, le livre le préfigure, notamment à travers une citation de la fin, une longue citation de Rosan Girard à la fin, mais on le trouve dans les livres de Rosan Girard lui-même. C'est la question, une révolution de la conscience. Et je crois que c'est très intéressant parce que quand on fait un petit peu la chronologie comparative, disons, des penseurs de ces dernières années, on verra que Rosan Girard ne répète pas. Il est, comment dire, en synchronisation, mais en synchronisation parfaite. Il est sur le même fil, la même ligne d'arrivée, que des penseurs comme Edgar Morin, comme des gens qui sont beaucoup plus connus. Edgar Morin, d'ailleurs, l'a salué dans l'un de ses ouvrages, et qui disent ceci: le temps des révolutions prolétariennes est passé. La question du communisme est passée. La question du capitalisme, elle est passée parce qu'elle est destructrice de l'humanité.
Et donc, par conséquent, il faut penser un autre monde. Et cette pensée, ce sera une révolution fondamentalement de la conscience. Et il développe sur la question de la conscience. Et il développe sur la question de la conscience à partir de son expérience humaine, mais beaucoup de son expérience guadeloupéenne. Beaucoup de son expérience guadeloupéenne dans le petit peuple guadeloupéen. Et où il disait, par exemple, que les Guadeloupéens déjà pratiquaient une forme de communisme entre eux. C'est pour ça qu'ils ont adhéré au communisme. Les Guadeloupéens, l'une des bases de la guadeloupéanité, c'est la culture du partage et la solidarité, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, en tout cas, à travers votre ouvrage, et vous le dites, hein, c'est que les références sont guadeloupéennes. Ça montre bien que le vivier, il est ici. Il n'est pas ailleurs, qu'on peut se nourrir d'expériences et de vécus et des histoires des autres sans avoir à se déplacer et à faire 1001 marches pour pouvoir trouver la réponse. Ce que je retiens, en tout cas, moi, de cet ouvrage, c'est vraiment, et vous le dites, hein, c'est cet aspect visionnaire de se dire une vision de la Guadeloupe qu'il manque. Alors, je m'autorise à être aussi un peu critique, c'est-à-dire que nous n'avons pas de vision globale de ce que la Guadeloupe sera demain ou après-demain. On vit le présent. Et quand on regarde cet ouvrage, et en toute objectivité, hein, je vous apprécie beaucoup, professeur Jean-Pierre Sainton, c'est de se dire que ce livre-là, il devrait être dans toutes les bibliothèques politiques, les bibliothèques parentales, les bibliothèques scolaires, pour qu'à un moment donné, cette prise de conscience qu'il a eue ne soit pas à chaque fois un renouveau où on se dit, bon, il faut qu'on prenne conscience de... Non, il y a déjà des gens qui ont fait un travail dessus. Et c'est remarquable, en tout cas, ce que vous faites ici, parce que c'est une trace, la trace écrite. Et à un moment, vous en parlez, hein, c'est-à-dire que l'écrit, il faut laisser cette trace écrite pour qu'on arrête de croire qu'on invente de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on a une expression créole, je vous remercie de votre avis, et c'est tout à fait ça, mais on a une expression créole, hein, chailler de l'eau en panier. Il faut nous arrêter chailler de l'eau en panier. C'est-à-dire que chaque génération a sa mission ou son devoir ou sa charge et elle doit s'appuyer sur ce que les autres générations ont fait, mais surtout elle ne peut pas ignorer, elle doit dépasser, mais elle ne peut pas ignorer. Et nous avons ce problème-là, mais en fait, quand je dis nous avons ce problème-là, c'est un peu normal parce que, là je raisonne en historien et en anthropologue, c'est un peu normal parce que c'est lié quelque part à notre formation sociale, à la formation de notre société, qui est une société de brisure, de rupture, de cassure de l'individu, où les fils sont... où nous devons inventer notre histoire, mais au sens le plus noble du terme. Inventer, c'est-à-dire inventer nos poumons. Hein. C'est Césaire qui disait « il faut que j'invente mes poumons ». C'est ça, nous en sommes là. Et inventer ses poumons, c'est l'inventer de façon fondamentale. Le peuple guadeloupéen n'est pas un peuple superficiel. Je ne crois pas qu'il soit un peuple superficiel. Mais il faut que les intellectuels, ou les autres, les hommes, les artistes, les hommes de pensée, les hommes de profondeur, les gens de profondeur, hommes et femmes de profondeur, aillent dans cette pensée profonde, dans cette action profonde, dans cette anthropologie profonde du Guadeloupéen. J'en ai assez qu'on nous dise qu'on est des stupides, des imbéciles, Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il y a une partie de nous superficielle, certes. Mais bon, quand on regarde les autres peuples, bon, je voyage, enfin, avant cette crise Covid, je voyageais beaucoup. Je regarde les autres peuples, je les apprécie, et puis je vois aussi parfois des petitesses, comme nous, ou parfois pire que nous, pire que chez nous. Donc, si vous voulez, il y a, si vous voulez, cette... Alors, ce n'est pas... Vous dites quelque chose d'important, mais juste pour vous dire que écrire l'histoire, ce n'est pas la fixer. Ce n'est pas la fixer. Ce n'est pas fixer la dynamique de l'histoire. Ce n'est pas fixer une vérité éternelle. C'est prendre une photo. À un instant T donné. Et donner dans cette photo, par contre, ça c'est le travail de celui qui réfléchit sur l'histoire, donner de cette photo des éléments de compréhension, et là ce n'est plus une photo, qui permettraient de comprendre la dynamique du personnage. Un peu un morphing, si vous voulez. C'est-à-dire comment il était, et comment il sera, comment il peut être, pas comment il sera, mais comment il peut être. C'est-à-dire que cette photo soit une photo dynamique. Ça, c'est une question importante. Alors, j'espère effectivement qu'à travers le personnage de Rosan Girard, à travers le témoignage de sa vie politique, en particulier de la société guadeloupéenne,
à travers sa vie politique, puisqu'il y a trois prismes, le personnage lui-même, sa vie politique, la société, eh bien, je crois qu'il y a énormément d'enseignements, de choses à tirer. Quand je dis d'enseignement, c'est des choses à tirer, des choses à prendre et à s'imbiber, si vous voulez, pour mieux comprendre une grande partie, non seulement du passé, mais de notre continuité dans le temps. Parce qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé. Quand j'ai eu l'occasion d'accueillir une ou deux fois Rosan Girard quelques années avant sa mort en Guadeloupe, bon, je voyais bien le décalage, si vous voulez. Il était plus, ne comprenait plus comment les choses. Il disait, ah ben il est content, il a vu. Par exemple, il me disait, ah il est content. Maintenant c'est mon là qui mettait gouttière pour accueillir de l'eau. Tant de gourmet en gourmet pour monter mettre gouttière pour accueillir de l'eau. Alors ça me fait penser à le problème de l'eau. Oui. Ça me fait penser au problème de l'eau. Nous allons au combat, mais c'est absurde. Guadeloupe pas ni de l'eau. Ah c'est mon cas, comment fait Guadeloupe pas ni de l'eau? Ça n'a pas ni bon sens. Tout à fait. En tout cas, c'est cette photo dynamique, en tout cas, on la retrouve là. Hein, c'est, comme je dis, hein, le récit est tellement bien mené et ça peut effrayer. Hein. C'est vrai que le livre, par rapport au visuel, il peut effrayer. Mais je tiens réellement à souligner la fluidité de votre écriture qui permet justement de se balader dans cette Guadeloupe à travers ce personnage, à travers son écrit. Et c'est vrai que votre écriture, en tout cas, aide beaucoup à apaiser. En tout cas, c'est profond et une légèreté pour pouvoir continuer. Et on se dit qu'on ne va pas y arriver. Il y a de l'humour. Oui, il y a de l'humour. On se dit, mais on ne va pas y arriver, il y a trop. Mais au fur et à mesure, on se prend au jeu. Et alors, ça, c'est une opinion personnelle, mais il y a ce regret on se dit, mais cette Guadeloupe-là, elle est où? Qu'est-ce qu'on a fait à ma Guadeloupe? Oui. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire à ma Guadeloupe? Vous parliez de murs, oui. Mais j'ai l'impression que bon voilà, on est dedans. Il faut pour écrire l'histoire, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut une histoire compréhensive. Bon, c'est un concept que je peux développer une autre fois ou un autre moment. Il faut une histoire compréhensive, c'est-à-dire une histoire qui touche et qui permette de comprendre. Et pour comprendre, il ne faut pas simplement que ce soit une compréhension intellectuelle. Une compréhension mentale. C'est une compréhension également profondément humaine et profondément, j'allais dire, affective. Il faut que l'affect soit touché. Et pour que l'affect soit touché, il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait empathie avec ce qui n'est plus l'objet, mais ce qui est un aspect de vous-même. Moi, pour comprendre, vous savez comment le livre, vous savez comment je l'ai écrit, enfin, depuis la première fois. Je vous donne un scoop, hein, parce que je ne l'ai jamais dit. Allez-y. Je vous donne un scoop. Je ne vous l'ai jamais dit. J'avais déjà vu Rosan plusieurs fois, j'avais déjà réuni pas mal d'éléments. Et puis, je n'arrive pas à commencer le livre. Je ne sais pas comment le commencer. Je ne sais pas comment commencer à écrire. Et Hugo arrive. Hugo ne met pas ma maison à terre, mais Hugo nous a privés, j'habite à Petit-Bourg, Hugo nous a privés pendant 1 mois d'électricité. Et je me suis retrouvé replongé dans le témoignage de Rosan du cyclone 28, du cyclone 28, de 1928. Et la première partie écrite de la rédaction a été la partie sur le cyclone 28 à Moule. Donc, le témoignage de Rosan sur le cyclone 28, mon vécu du cyclone Hugo, mon ressenti, mais bon, les recherches m'ont fait retourner. L'odeur est très caractéristique après le cyclone. Oui, c'est vrai. L'odeur du cyclone m'est revenue et m'a replongé avec toute une série de photographies, de témoignages sur ce que pouvait être Moule en 1928. Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire que oui, il y a du sentiment. Il y a du sentiment, il y a de la culture. Je ne crois pas qu'on puisse faire l'histoire, une bonne histoire en tout cas, de façon froide, de façon distante. Je n'y crois pas. On va donner quelques éléments factuels, techniques, qui peuvent être intéressants, qui vont servir. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire l'histoire, réaliser sa mission, qui est celle de porter témoignage de l'homme dans le temps, de l'homme aux prises avec le temps et des expériences humaines. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je vous dirais que de ce point de vue, oui, cet effort d'écriture m'a fait. Je suis littéraire de par ma formation.
Et jusqu'à cette écriture de Rosan Girard, j'avais une écriture historique très politique, très militante. J'ai écrit beaucoup de tracts, beaucoup de livres politiques. Et là, j'ai mis ça par-dessus bord, dans un premier temps, pour retrouver une écriture beaucoup plus littéraire et beaucoup plus... voilà. Sans avoir la prétention de faire un roman. C'est pas un roman. C'est presque ça, c'est-à-dire que à la lecture, on est vraiment plongé hein, dans oui, je dirais du roman historique où il y a des péripéties, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vraiment cette lecture-là, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'écriture de cet ouvrage, c'est que on prend part vraiment à cette vie. Bon, c'était le but. C'est réussi. Merci. Mais c'était le but. Mais je vais vous dire que, en même temps, si vous voulez, on touche là. Bon, j'ai voulu aussi que ça puisse être, je ne dis pas un modèle, mais un exemple de possibilité d'écriture de l'histoire de la Guadeloupe. Félicitations. Ou de l'histoire de la Martinique. C'est-à-dire que de l'histoire des Antilles, de notre histoire, de nos histoires. On a l'habitude d'opposer le roman historique et l'histoire. Sans oublier, et là les épistémologues de l'histoire le savent, sans oublier que, bon, l'historien, qu'est-ce qu'il fait? Il a des documents, il a des témoignages, il a des sources dites objectives. Mais pour rendre compte de l'histoire, il est obligé, je ne dis pas d'inventer, mais de combler les trous. Oui. De ces sources. Et comment il comblera les trous de ces sources? Alors, soit il fabule complètement, mais ce n'est pas le cas, ou soit il essaie de comprendre la situation, il essaie de mettre, disons, de la chair, du sang sur les os des cimetières. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, donc ça j'ai essayé. Et parfois, j'ai compris des choses à travers peut-être la propre expérience de ma famille, à travers d'autres expériences rencontrées, à travers, par exemple, une anecdote. On blague. Ça revient. Tout à fait. Même le personnage de Rosan était quelqu'un qui avait un vocabulaire extrêmement coloré, extrêmement riche, un vocabulaire créole, une sémantique créole très forte. Il s'exprimait en français principalement, mais les Rosantais ont sentiment créole. Ça a été très, 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 très... Il y avait tout un univers qui s'ouvrait derrière. Et donc, il fallait communiquer avec cet univers-là. Et si ce n'est pas un univers personnel, donc on va le trouver au plan social. Et au plan social, on va le trouver donc dans la bouche d'autres personnes, dans les sentiments d'autres personnes. Et donc, on peut voir quelle est, j'allais dire, la patte, quel est le lien, si vous voulez, qui a fait ce... Mais à un moment donné, il faut le dire. Il faut l'écrire, sans quoi ça cache. Tout à fait. En tout cas, félicitations. Une très belle écriture. Alors, où pouvons-nous nous procurer le livre actuellement? À part à la médiathèque donc, du Moule qui le propose. Vous avez très prochainement une dédicace. Le livre, alors bon, je pense que j'avais déjà voulu depuis le départ, disons, rendre hommage à la ville du Moule en faisant à Moule la première présentation publique du livre. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y aura le premier samedi de février à la librairie Point Lire du Moule. Je suis prêt à faire d'autres librairies à Moule et en Guadeloupe, au fur et à mesure qu'elles vont importer le livre, le commander, le solliciter auprès d'un jeune éditeur guadeloupéen, je le précise, guadeloupéen, en France, une jeune édition, Atlantique Déchaîné. Et moi-même, je le vends aussi. Donc, je rappelle, on peut le commander par un libraire. On peut demander aux libraires de le commander assez massivement. Et puis également, les bibliothèques et tout peuvent le commander sur le site de l'éditeur. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour cet échange, Monsieur Jean-Pierre Sainton. Sincèrement, félicitations. Je crois que le pari est gagné. Nous avons en tout cas la chance d'avoir des écrits qui nous rappellent ce que la Guadeloupe pourrait être, alors qu'ils ont été écrits beaucoup plus en amont de ce qu'on voit et ce qu'on vit aujourd'hui. Et en tout cas, j'inviterai tout un chacun à se rapprocher de la bibliothèque du Moule pour pouvoir le feuilleter, certainement ensuite le lire, parce qu'il est histoire. Et je le dis souvent, savoir ses pouvoirs, et je crois que ce livre-là rentre vraiment dans cette dynamique-là, savoir ses pouvoirs. Donc, merci, Monsieur Sainton. Alors, moi, je vous remercie à mon tour de votre invitation, d'une part, de vos questions très pertinentes. Je vous remercie, très pertinentes, qui nous ont permis d'avoir un échange
très intéressant, très fructueux, bon, auquel je suis prêt à le continuer parce que Rosan Girard est tellement énorme, tellement considérable. Qu'on peut dire beaucoup de choses Oui. sur la politique, sur la pensée, autre chose, donc beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je suis prêt à répondre à vos invitations et je vous Avec remercie. plaisir. Merci beaucoup. Merci encore à la Ville du Moule et à la bibliothèque médiathèque du Moule pour cette première conférence littérature, patrimoine, dans le cadre de la semaine Rosan Girard. Merci à tous.